survoler la bataille de Waterloo ou revoir la Carthage antique, même la Rome impériale, des cités qui ont disparu, c'est génial. Ne serait-ce que pour ça, même revoir des êtres disparus, ou alors ou même des prophètes. Vous avez totalement raison. Oui. Après, quand vous êtes... Le voyage dans le temps, par définition, est fantastique. Après, quand vous êtes, je sais pas moi, un être humain de l'an, allez, je sais pas moi, 5-6 000, que vous avez, j'imagine même pas l'intelligence artificielle dans 3-4 000 ans, 5 000 ans, est-ce que c'est pas assez trop peu ambitieux, on va dire, que de faire juste des voyages dans le temps, dans le passé, juste pour regarder comment nous, pauvres êtres, nous vivons, quoi? Enfin, il faut peut-être plus que ça, nous n'en savons rien. On voit que la partie émergée de l'iceberg. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Et puis, il y a peut-être... Enfin, je disais aussi dans mon livre que s'il s'agit vraiment d'un voyage dans le temps, c'est une découverte qui restera à jamais secrète. Parce qu'évidemment, ça aurait des conséquences philosophiques, etc. Si ça tombait entre les mains de gens mal intentionnés, qui veuillent déformer l'histoire, ou altérer l'histoire, ou refaire une autre histoire, par exemple, je ne sais pas, des nazis du futur, qui voudraient faire en sorte que les Allemands gagnent la Seconde Guerre mondiale, et les Japonais, par exemple, même en tuant peut-être Hitler à la naissance, parce que peut-être qu'un autre nazi, autre qu'Hitler, aurait gagné la guerre. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut, hein, ça a été fait dans les romans de science-fiction. Mais là, on peut tout imaginer avec le voyage dans le temps. C'est une théorie à multiples tiroirs. Mais c'est la dernière grande découverte de l'humanité. Une fois que cette découverte sera faite, nous aurons le secret de l'immortalité. On connaîtra toutes les époques du passé, même du futur. On pourra tout anticiper. Mais seuls quelques êtres connaîtront le futur. Ça, ce sera le jour où on connaîtra, un laboratoire, par exemple le CERN, mettra au point, enfin, découvrira qu'une particule peut remonter vraiment le cours du temps. On gardera, ce ne sera pas un événement mondial, ça restera entre scientifiques. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Et le commun des mortels ne comprendrait pas de toute façon. Et vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez parlé d'êtres humains qui sont dans cet avenir, qui viennent vers le passé, mais vous connaissez l'être humain, comment il est. J'imagine que même dans 4, 5 ou 6 000 ans, il aura toujours en lui cette part d'humanité qui fera qu'il voudra, pour ses propres faveurs, changer quelque chose. J'imagine. Oui, mais ça doit être hyper surveillé. Oui, d'accord, ça va être surveillé, mais même si c'est hyper surveillé, vous arrivez toujours à trouver une sorte de faille. Donc, mais ça, ce sont des spéculations. Peut-être. Mais si des êtres humains du futur nous visitent constamment, j'imagine que certains d'entre eux, n'ayant pas de bonnes intentions, changeront l'avenir. Alors, si on change l'avenir, on ne le saura pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Ben, pour le coup. Oui, mais est-ce que... Non, mais je veux dire... alors là, c'est là qu'on peut... Il y a des théories, mais je vais y venir aussi là-dessus, comment on voyage dans le temps. Allez-y. Mais on peut aussi considérer que, par exemple, on empêche le naufrage du Titanic. Bon. Mais à bord du Titanic, il peut-être y avoir un futur dictateur. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Hein. Ça peut changer toute l'histoire future du monde, mais cette histoire future du monde, on ne la connaîtra pas. Il y a une autre branche qui se crée, quoi. Une autre branche où, par exemple, Mike n'est plus un animateur, mais un soldat qui est parti en Ukraine combattre, non pas la Russie, mais peut-être la Pologne. Enfin, je sais pas. D'accord. J'invente n'importe quoi, mais on peut imaginer aussi, que moi aussi, dans cet univers parallèle, je sois curé et que je prêche la bonne parole. On peut pas l'imaginer, ça. Hein? Ça, on peut pas l'imaginer, quand même. Pas curé. Non. Non, curé, non, enfin, soyons dans le réel, là. Tout est possible, n'est-ce pas? Bon, je ne parlerai pas de religion. Non, alors, pour parler aussi du voyage dans le temps, pour revenir au voyage dans le temps. Alors, est-ce possible? Est-ce possible? Alors, je dis souvent que le voyage dans le temps transgresse les lois de notre logique, notre bon sens, mais la science est une éternelle remise en question du bon sens, comme le prouve la rotondité de la Terre. Hein, comment imaginer que des êtres marchent à tête en bas? Et, pour les platistes, j'entends là, et en même temps, ce voyage dans le temps repose sur deux grandes théories, la mécanique quantique, au niveau de l'infiniment petit, et la relativité générale au niveau de l'infiniment grand. Au niveau de l'infiniment petit, le temps n'a pas véritablement de sens. Alors je vais y revenir peut-être, mais entre les particules, pour expliquer le comportement de certaines particules, eh bien on sera peut-être obligé de remettre en question notre modèle du temps irréversible. Voilà. Il y a quelqu'un qui a inventé le concept, le constat de Beauregard, de la causalité rétrograde. Les particules pourraient se transmettre des messages en arrière ou en avant dans le temps. Enfin bon, ça paraît un peu abstrait,
Maintenant, il y a la relativité générale. Alors moi, dans mon livre, là, j'explique que la machine à explorer le temps, on n'a pas besoin de l'inventer, elle existe déjà. Ah bon? Eh bien, alors, je vais y venir en plusieurs... alors, allez-y. Elle existe déjà, il existe dans l'univers des étoiles mortes dont la gravité est si forte que si vous en exploitez l'énergie, vous pourrez y remonter dans une région passée de l'univers. Alors, avant d'en venir là, avant d'expliquer tout cela, j'aimerais dire aussi qu'il ne faut pas s'imaginer une machine à explorer le temps à la H.G. Wells, immobile comme ça, parce que la Terre n'est pas immobile. Hein, si vous restez immobile dans le même espace, vous vous retrouvez dans le vide interstellaire. Hein. Parce que la Terre a bougé depuis ce temps-là. Par exemple, si vous voulez remonter, par exemple, en 1815 à la bataille de Waterloo, eh bien, faut aller à Waterloo déjà, mais faut retrouver la Terre où elle était en 1815. Parce que la Terre tourne autour du Soleil, à raison de 107 000 km/h. Le Soleil lui-même n'est pas immobile. Le Soleil, c'est une étoile qui consomme de l'énergie, de l'hydrogène, qu'il transforme en hélium chaque seconde, et qui évolue aussi autour du centre de la Voie lactée à raison de 800 000 km/h. Donc le Soleil bouge également, et la galaxie elle-même bouge. Donc pour retrouver la bataille de Waterloo, enfin la Terre de la bataille de Waterloo, la Terre de 1815, il faudrait aller à plusieurs dizaines d'années-lumière. Il faudra donc fabriquer un vaisseau spatial. Déjà, c'est-à-dire qu'on est obligé de fabriquer un vaisseau, une machine à explorer l'espace, avant avant de fabriquer une machine à explorer le temps, quoi. Les deux sont liés. Donc de toute façon, ça implique un voyage dans l'espace pour retrouver la Terre de 1815. Alors maintenant, je disais, le voyage dans le temps, la machine, c'est pas la peine de l'inventer, elle existe déjà. Oui, il y a des machines à explorer le temps naturelles dans l'univers que sont les trous noirs. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire mon chapitre sur les trous noirs, mais les trous noirs, c'est pas un objet que j'ai inventé. Hein. Bien sûr, ça existe. Les trous noirs existent, et même ils ont été conçus dans l'imagination de certains astrophysiciens depuis 1783, un certain John Mitchell, qui a conçu ce concept de trou noir. Et qu'est-ce que sont les trous noirs alors, est-ce que j'ai un peu du temps là? Allez-y. Alors, pour expliquer ce qu'est les trous noirs, il faut d'abord savoir ce qu'est une étoile. Une étoile, c'est une boule de feu incandescent qui consomme chaque seconde plusieurs millions de tonnes d'hydrogène en plusieurs millions de tonnes d'hélium, et de cette transformation naît la lumière. Et ensuite, après l'hélium, elle va transformer l'hélium en carbone, le carbone en oxygène, etc. jusqu'à la fin. Et à partir d'un certain moment, il n'y a plus de carburant nucléaire. Et elle s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Quand il n'y a plus de carburant, l'étoile se contracte, de plus en plus. Et d'autant plus qu'elle est massive. Et pour les étoiles hypermassives, elle se contracte, tout en gardant le même poids donc, jusqu'à une dimension infinitésimale, quelques mètres de diamètre. Un trou noir, c'est tout petit, mais ça a la masse de plusieurs soleils. Et à ce stade-là, tout est écrasé. Tout est écrasé, c'est hyper compact. Et à ce stade-là, la gravité est telle que même la lumière ne peut pas s'en échapper, même à 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire que pour s'échapper de la Terre, par exemple, la vitesse de libération, c'est 11 km à la seconde. Sinon, on retombe sur Terre. Pour s'échapper du Soleil, la vitesse de libération, c'est 600 km à la seconde. Et bien là, même à 300 000 km à la seconde, on reste prisonnier du trou noir. Voilà pourquoi les étoiles mortes sont noires. Alors ça, c'est le premier point. Parce que si j'explique ça, c'est que les trous noirs donc expliquent le dernier stade de l'évolution stellaire. Pour les étoiles hyper compactes. Alors le trou noir, non seulement c'est une étoile morte, hyper dense, etc., et qui retient la lumière, mais en plus, il déforme localement l'espace-temps. Il faut s'expliquer. L'espace-temps. Alors, imaginez une membrane de caoutchouc. Le Soleil déforme la membrane de caoutchouc, et donc ça crée une géométrie de l'espace-temps. J'ai un espace riemanien, comme on dit en maths, bon, peu importe. Et le trou noir, non seulement il perce, il déforme cette membrane de caoutchouc, mais il la perce. Tant et si bien que l'espace devient du temps et le temps de l'espace. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du trou noir, le temps et l'espace échangent leurs propriétés. C'est-à-dire que si vous pouviez entrer dans un trou noir, mais ça c'est difficile, hein, parce que vous allez mourir. À pas conseiller. Oui, à pas conseiller. Mais si vous pouviez entrer dans un trou noir et en ressortir, vous en ressortiriez dans une région passée ou future de l'univers. Le temps est fonction de la gravité. Et pour moi, les ovnis, en fait, ce sont des vaisseaux spatiaux qui réussiront dans un avenir plus ou moins lointain, peu importe à quelle époque, à domestiquer l'énergie des étoiles mortes hypermassives, que sont les trous noirs ou encore les étoiles à neutrons, pour se propulser dans une époque passée ou future. Voilà, c'est ça. Donc, dans ce livre, j'explique que les ovnis, s'ils existent... Donc c'est physiquement possible, voilà. Futur et passé sont possibles. Voilà, passé... La physique le prouve. Voilà, donc...
qu'est-ce que nous dit la physique? C'est que le temps est élastique, malléable, associé à l'espace, associé à la gravité. Par exemple, sur une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons, c'est le même genre que le trou noir, c'est le stade qui précède. Une étoile à neutrons, ça fait à peu près, c'est la dimension d'une ville, mais ça pèse 600 000 terres, grosso modo la masse. Donc la gravité à la surface, par exemple, un homme de 70 kg pèse 20 000 tonnes. Tiens, on va le montrer ça, regardez. Voilà. Comme ça que les gens comprennent bien. Voilà, c'est ça. Soleil, naine Bravo blanche, la technique, toujours. mais ça, c'est formidable, les schémas, n'est-ce pas? Bah oui, vous avez Eh vu. bien, on a tout ce qu'il faut ici. Bah, voilà. Bien. Donc voilà, trou noir. Oui, donc ça prouve voilà, qu'en fait, en effet, ce n'est pas retour vers le futur avec Michael J. Fox, etc. Non, mais c'est-à-dire que une réalité. La science, il y a Teilhard de Chardin qui disait à l'échelle du cosmos, seul le fantastique a des chances d'être vrai. Mais là, c'est vrai que la science dépasse même tout ce que avaient imaginé les auteurs de science-fiction. Le trou noir, aucun auteur de science-fiction ne l'avait imaginé. Et pourtant, ça rentre dans le cadre, ça explique les étoiles. On a découvert les étoiles à neutrons. Ce sont les fameux pulsars. Le premier, enfin, le plus proche est à 6000 années-lumière à peu près. Oui. Les pulsars, qui émet des pulsations, là, et il faut mieux pas être trop près.